Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. La nouvelle de ce novembre 2024, c'est évidemment la découverte pour la première fois annoncée dans la revue Scientific Reports de Nature, la découverte d'un tigre à dents de sabre momifié dans le permafrost sibérien. Alors vous pouvez dire momifié, vous pouvez dire congelé, ça n'a pas d'importance, l'important c'est qu'il est là. L'important c'est qu'il est là. Magnifique spécimen, donc la partie antérieure préservée avec sa fourrure, ses muscles, sa peau, tout y est. Son squelette évidemment, ici reconstitué grâce à des rayons X, grâce à un scanner médical. Magnifique spécimen d'Homotherium, petit juvénile d'Homotherium, hein, c'est un bébé, c'est un chaton. Vous pouvez le voir d'ailleurs à la taille, hein, c'est pas un gros spécimen, qui avait à peu près 3 semaines quand il est décédé, et ça s'est passé il y a à peu près 30 000, 40 000 ans. Donc c'est la période où il y avait encore des mammouths, il y avait encore des rhinocéros laineux, il y avait des lions qui avaient été découverts aussi, des lions des cavernes, qui avaient été découverts dans le permafrost sibérien aussi. Mais là, ce coup-là, on est sûr, c'est un petit tigre à dents de sabre de l'espèce Homotherium latidens, identifié par son crâne, ici étudié de sa robustesse extraordinaire, hein, très typique d'Homotherium. Un crâne que vous voyez est très très large comparé à un lion moderne, et évidemment identifié grâce à sa dentition, qu'ils ont pu étudier, vu qu'ils ont utilisé des rayons X, donc aucun doute sur l'identité de ce spécimen. On aurait aimé une petite analyse génétique, mais ils n'ont pas fait d'analyse génétique pour confirmer l'identification, mais il n'y a pas vraiment de doute sur le fait qu'on soit face à un Homotherium. Alors, comme je vous l'ai dit, il a à peu près 3 semaines, ça se voit à l'âge dentaire, hein, qui est identique à l'âge dentaire, enfin l'éruption dentaire d'un petit lion du même âge, d'un petit lion qui aurait 3 semaines. Donc ça, pareil, on est à peu près sûr de ça. La datation, elle n'a pas été faite directement sur le spécimen, mais elle a été faite sur d'autres spécimens qui viennent du même endroit, donc c'est pareil, 30 000, 40 000 ans, on est à peu près sûr que c'est dans ces eaux-là que ça se passe. Et donc cet animal, ce petit spécimen, il nous apprend plein de choses sur ce à quoi ressemblait Homotherium. Alors la première chose, c'est évidemment la couleur qui est de brun roux, et qui est, alors, beaucoup de gens qui se sont beaucoup enflammés sur la couleur de cet animal. Waouh, il est brun roux, c'est trop bien. Oui, enfin, il est brun roux comme à peu près toutes les momies retrouvées dans le permafrost. Hein. Les pigments brun roux sont les pigments qui résistent le mieux. Donc, c'est pour ça qu'il est brun roux, en fait. Donc, on va pas trop s'enflammer sur le fait qu'il est brun roux, ça ne veut pas dire qu'il était réellement brun roux, hélas. Et d'ailleurs, les petits de Félidés étant souvent d'une couleur différente des adultes, ça veut pas dire non plus que les adultes étaient brun roux. Les paléo-artistes s'en sont donnés à cœur joie à propos de cette petite barbiche, la petite barbiche ici, qui, je sais pas jusqu'à quel point cette barbiche est réelle ou si c'est juste la photo qui a été prise comme ça, mais voilà, petite barbiche un petit peu claire, un petit peu jaune. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé une de ces reconstructions pour faire la miniature. Dessin fait par Mauricio Anton qui illustre bien cette petite barbiche donc qu'il dit qu'elle était présente chez l'adulte, mais pour l'instant on n'a qu'un juvénile, donc on n'en sait rien à quoi ressemblait l'adulte. Mais il nous apprend aussi beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'intérieur de cette momie. Alors ce qui se passe à l'intérieur, c'est le crâne notamment, le crâne qui est très très robuste, très très large comparé à un crâne du même âge de lion, avec ses immenses insertions musculaires ici à l'arrière du crâne pour des muscles du cou qui étaient très épais. Vous voyez que le cou est très épais comparé à un petit lion moderne de même âge. Donc une forte puissance dans le cou, un peu comme les hyènes modernes en réalité. Et puis c'était un animal qui était donc très puissant au niveau de l'avant du corps. On a aussi ce nez reculé, cette ouverture nasale très très grande. Regardez là l'os nasal qui s'arrête à ce niveau-là, alors que ici l'os nasal est projeté beaucoup plus vers l'avant chez un lion moderne. Donc ça donne une ouverture nasale très très grande vers l'arrière, mais aussi très très large latéralement. Et cette grande ouverture nasale, c'est une adaptation au froid. C'est une adaptation, c'est un gros nez avec beaucoup de chair. Ça réchauffe l'air quand on inspire et ça récupère l'humidité et
et la chaleur quand on expire. Donc ce gros nez il y avait une grosse masse de chair ici au niveau du nez, qu'on voit très bien encore une fois sur le spécimen lui-même, enfin sur la chair du spécimen lui-même. Donc ce gros nez, c'était une adaptation aussi au froid. On ne saura pas si les babines recouvraient la canine chez l'adulte, puisqu'il n'a pas de canine, ces canines ne sont pas encore sorties, hein, ça se voit très bien ici. Donc on ne saura pas si les dents de sabre étaient recouvertes de chair ou non chez l'adulte. On ne saura pas à quoi ressemble le pelage chez l'adulte. Comme je vous l'ai dit, le pelage est susceptible de changer quand on est entre le juvénile et l'adulte. On a les patounes, la papatrouille. Elle est où la papatrouille? Elle est là, la papatrouille. Regardez la belle papatrouille de notre homotherium comparée à celle d'un lion moderne. Une patoune qui est très large, comme une raquette en fait. Hein, c'est aussi une adaptation pour marcher dans la neige. Et qui a surtout des coussinets très réduits. Notamment ce coussinet-là et ce coussinet-là. Vous voyez, il manque même un coussinet ici. Et là. Donc il manque des coussinets et les autres coussinets sont relativement réduits. Et ça, c'est une adaptation aussi au froid, puisque, comme vous le savez, les chiens, les chats, ils transpirent par les coussinets, donc ils perdent de la chaleur par les coussinets. Et perdre de la chaleur quand vous vivez déjà dans un environnement froid, ce n'est pas une bonne idée. Donc ils ont des adaptations au froid, comme vous pouvez le voir ici, notamment la perte et la réduction de certains coussinets. Donc tout ça, ça nous en apprend un petit peu plus sur Homotherium. Ça nous donne l'espoir un jour de trouver un adulte congelé dans le permafrost, et hélas, ça risque d'arriver beaucoup plus tôt que vous ne l'imaginez étant donné le réchauffement climatique et la fonte continue du permafrost. Le permafrost va disparaître de plus en plus, révélant de nouveaux spécimens. Bon pour les paléontologues, moins bon pour la planète. Mais surtout, le truc avec cet article, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Et ça, je tiens à me plaindre officiellement devant Nature. Cet article, il y a rien. Il y a rien. Enfin, la description, elle est très sommaire, et alors la discussion, elle fait 1 page et demie. C'est vraiment un article qui est juste là pour annoncer qu'ils l'ont trouvé, et puis la vraie science, la vraie description, l'étude de l'œil. L'œil, il est préservé, mais on l'aura pas. L'étude du cerveau, il est préservé, mais on l'aura pas. L'étude des muscles, ils sont préservés, mais on l'aura pas. La génétique, c'est préservé, mais on l'aura pas. Bon, la génétique, je me plains pour rien, on a déjà eu des analyses génétiques d'Homotherium, hein. On avait eu cet article-là, qui était sorti il y a pas longtemps, et qui avait analysé les gènes de Smilodon et de Homotherium, et justement, avait trouvé que cette famille, les tigres à dents de sabre, les Machairodontidés, étaient le groupe frère des Félidés, qu'ils avaient divergé à peu près il y a 20 millions d'années. Et il y avait eu cet autre article, toujours d'ailleurs les deux dans la même revue, qui s'appelle Cell Press, enfin Current Biology de Cell Press, qui nous faisait la liste de certains gènes de Homotherium qui étaient des adaptations, enfin qui étaient sous sélection naturelle positive, donc supposément des adaptations. Donc par exemple des gènes du métabolisme, hein, le métabolisme cardiaque, le métabolisme pulmonaire, les mitochondries, donc qui seraient tous autant des adaptations à un métabolisme très élevé, hein, un très bon coureur globalement. Des gènes de la minéralisation des os, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un animal qui est robuste, donc évidemment il va y avoir une forte minéralisation osseuse. Des gènes du rythme circadien et de la vision qui suggèrent qu'il était diurne, donc qu'il chassait de jour et non pas au crépuscule comme certains félidés le font aujourd'hui, ou voire nocturne comme le font votre chat domestique par exemple. Donc c'était un félidé diurne. Et des gènes qui ont un effet sur la vie sociale et le cerveau, donc un animal qui était possiblement social. Ce qu'on avait déjà largement suspecté avec Smilodon, puisqu'il y avait des individus très très vieux qui avaient réussi à vivre malgré le fait qu'ils n'avaient plus de dents. Et ça c'est un signe de vie sociale, c'est un signe que les plus jeunes aidaient les plus vieux, donc qu'ils vivaient en groupe. Ça c'était pour Smilodon, mais du coup ce serait vrai aussi apparemment pour Homotherium. À voir. À voir, mais ça donne un signal assez cohérent quand même. Donc voilà ce qu'on sait pour l'instant de cette momie d'Homotherium. Donc oui, c'est excitant, mais ça manque, c'est un petit peu vide. Et vous verrez que c'est pas la seule news de ce mois de novembre 2024 qui aurait pu être
mieux que ça, qui était vachement intéressante, mais qui au final a donné un article qui est plutôt mais c'est un peu dommage en fait d'avoir un truc du si beau matériel et finalement juste faire un article pour dire bah on l'a, il existe, mais vous verrez ce qu'il y a dedans plus tard. C'est un peu dommage, je trouve. J'aurais bien aimé en savoir plus tout de suite maintenant. Voilà, maintenant je veux mon information maintenant. On reste dans le Homo, mais au lieu de Homotherium, on passe à Homo juluensis, nouveau venu dans la famille des hominidés. Alors ne barrez pas tout de suite toutes vos recherches sur le genre Homo, n'annoncez pas immédiatement que ça révolutionne tout dans ce qu'on croit savoir de l'évolution humaine. On se calme et on suit un petit peu Homo juluensis, quoi que c'est. Homo juluensis, c'est une nouvelle espèce qui a été annoncée dans une thèse qui a été publiée dans un livre, et ce livre qui n'est donc pas un article dans une revue à comité de lecture, par définition. Donc il fallait que Homo juluensis sorte dans une revue à comité de lecture pour être entre guillemets officiel, et c'est donc maintenant chose faite avec cet article publié dans Nature Communication, donc un autre journal de la revue Nature, et qui s'intitule Faire sens de la variabilité des homininés du quaternaire tardif d'Asie de l'Est. Alors ça veut dire quoi ce titre ? Bah ça veut dire qu'en gros, en Asie de l'Est, en Extrême-Orient, il y a plusieurs espèces maintenant, enfin il y a plusieurs trucs qu'on a retrouvés en Extrême-Orient. Il y a Homo floresiensis, découvert en 2004, qui fête ses 20 ans, bientôt une vidéo anniversaire. On a Homo luzonensis, qui a été découvert récemment sur l'île de Luzon. Et puis on a, en Chine en particulier, mais un peu ailleurs aussi, hein, vous voyez, là, dans le nord ici et aussi en Inde, mais surtout en Chine, parce que c'est là que les efforts ont été concentrés, on a un grade d'humains qui n'est pas Homo sapiens, bien que les Chinois, enfin il y a certaines équipes en Chine qui aimeraient vraiment pousser l'idée que ce sont des Homo sapiens, mais bon, ils y ressemblent pas du tout. Donc on a pas mal de ces homos qui sont pas Homo sapiens, qui sont pas Néandertal, qu'on appelait autrefois Homo erectus tardif, qu'on appelait autrefois Homo heidelbergensis même, bien que, comme je vous l'ai dit, Homo heidelbergensis, ça dépend de la définition que vous en avez, mais on va considérer aujourd'hui que Homo heidelbergensis, c'est du pré-néandertalien, donc ça faut que ce soit quand même parent avec Néandertal pour être qualifié d'Homo heidelbergensis, donc là, ce serait pas du Homo heidelbergensis. Donc c'est du Homo, du quaternaire, dont on sait pas d'où qui va, en fait. On sait pas trop quoi en faire. On a aussi, d'ailleurs, il n'est pas mentionné dans cet article-là, mais on a aussi le Homo sapiens de la caverne Océr. Le Homo sapiens de la caverne Océr, qui est un Homo sapiens un peu bizarre. Alors, il est Homo sapiens, définitivement. Il a un front vertical, mais il a quand même des joues, enfin des arcades jugales qui sont très bizarres, qui sont très très épaisses. Donc bref, il y a aussi celui-là qui est pas considéré là-dedans, mais bref, il y a vraiment un truc qui se passe en Asie de l'Est, une diversification du genre humain, de Homo, qui a lieu en Asie de l'Est. Et par-dessus ça, on a Denisova, dont on sait qu'il était là. C'est une espèce un peu fantomatique, Denisova, parce que les seuls fossiles reconnus qu'on a, ce sont les phalanges de la grotte de Denisova, et quelques fossiles par-ci par-là, notamment la mandibule de Xiae, dont les molécules de collagène ont été analysées et matchent avec les séquences génétiques de Denisova, puisque une molécule, on peut la rétro-transcrire, si vous voulez, en ADN. Donc quand on a une protéine, on la rétro-transcrit en ADN, et ça vous donne des séquences d'ADN qu'on peut comparer aux séquences d'ADN de Denisova. Donc Xiae a été identifié comme appartenant à Denisova, mais c'est à peu près le seul fossile dans le tas, en fait. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres fossiles, hein. Il y a Harbin, qui a donné Homo longi, il y a pas longtemps. Il y a Dali, qui à l'époque, dans les années 60, avait donné Homo daliensis. Et plein d'autres trucs, certains ayant été rapprochés d'Homo sapiens, d'autres ayant été rapprochés d'Homo erectus. C'est un bordel fabuleux. Voilà, et c'est un beau terrain de jeu pour les paléoanthropologues. Et donc dans le tas, maintenant, on aurait Homo juluensis, qui a été publié en livre. Et c'était l'année dernière, enfin bref, c'est tout récent. Alors que penser de ce Homo juluensis ? Bah déjà, faut savoir ce qu'il y a dans Homo juluensis, et alors là où ça va
faire grincer des dents, entre guillemets, c'est que Homo juliensis, pour eux, pour les auteurs de cet article, donc qui sont Christopher Bae et Xiuji Wu, et je prononce le chinois comme une vache espagnole charentaise, Juliensis, ce serait en fait Denisova, et Homo longi, ce serait autre chose. Et après, vous aurez Homo luzonensis, floresiensis, qui sont complètement à part, ce sont des espèces valides complètement à part, et vous auriez d'autres humains, donc celui de Hualongdong, celui de Maba et celui de Narmada, parmi les plus anciens, entre 150 000, vous voyez, et 300 000 ans, qui datent d'avant la sortie d'Homo sapiens d'Afrique, hein, de bien avant la sortie d'Homo sapiens d'Afrique. Enfin, Maba, on est pendant la sortie, mais c'est pas sûr qu'Homo sapiens ait déjà atteint l'Asie de l'Est à cette époque-là. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Bref, mais qui sont de toute façon pas Homo sapiens étant donné leur anatomie. C'est possiblement de l'Erectus tardif. Je suis un peu surpris qu'ils aient pas inclus ça dans Juliensis ou Homo longi, mais bon, pourquoi pas. C'est peut-être pas assez robuste. Homo longi, c'est balèze, hein, c'est robuste, donc c'est peut-être pas assez robuste pour aller dans l'un ou dans l'autre. Je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, ils ont décidé de faire un résumé, en fait, de cette thèse dans un petit commentaire de Nature, histoire de valider, en fait, un peu tout ça, et de rendre tout ça un petit peu peer review, un petit peu officiel. Et à mon avis, Homo juliensis, c'est pas la peine de barrer vos arbres phylogénétiques pour tout changer, parce que je pense que ça va être un peu comme Homo bodoensis, ça va pas prendre. Pour différentes raisons tout à fait scientifiques, hein, pas pour des raisons cosmétiques. Mais vous vous rappelez Homo bodoensis? Non, bah voilà. Homo bodoensis, c'était des gens qui avaient décidé que Homo rhodesiensis, Homo heidelbergensis du coup, et Homo sapiens archaïque, tout ça c'était la même chose, c'était une seule espèce et c'était Homo bodoensis, et ce malgré le fait que phylogénétiquement toutes ces espèces sont démontrées comme n'étant pas apparentées. Homo sapiens archaïque c'est un sapiens, sapiens si vous êtes attaché à la définition sous-spécifique. Homo heidelbergensis, c'est un pré-néandertalien, donc il est attaché à Homo neanderthalensis. Et puis Homo rhodesiensis, il est attaché ni à l'un ni à l'autre. On avait cette phylogénie qui était sortie, avec la découverte de Homo longi, cette phylogénie qui mettait, vous voyez, Homo rhodesiensis, c'est lui, à part de tout le reste, avec le crâne de Petralona, donc qui est considéré généralement comme étant un pré-néandertalien, mais là en l'occurrence il n'est pas rattaché au pré-néandertalien, il est rattaché à rhodesiensis. Donc rhodesiensis était à part de tout le reste, et donc cet article avait pris, Homo bodoensis avait pris le parti de rassembler tout ça dans un beau groupe qu'on appelle paraphylétique, ça veut dire que c'est caca, un beau groupe caca-phylétique, et ça n'a pas pris, de fait, ça n'a pas pris. Et là, avec Juliensis, c'est un peu la même chose qui se passe, à savoir que on a Homo longi qui a été défini il y a pas longtemps comme étant représenté par le crâne de Harbin, qui était déjà un problème en soi puisque Homo longi s'est retrouvé phylogénétiquement attaché à Dali, le crâne de Dali qui est ici, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les années 60 avait été appelé Homo daliensis. Et c'est le paléontologue John Hawke qui avait pointé ça du doigt sur Twitter en disant mais les gars, la priorité taxonomique, peut-être, priorité nomenclaturale. La loi de priorité nomenclaturale, c'est le premier qui a nommé un truc, c'est ce nom-là qui reste. Ça évite la prolifération taxonomique, ça évite que tout le monde nomme sa propre espèce en espérant récolter de la gloire. Donc j'ai pas besoin de réexpliquer la règle maintenant, tout ce qu'il faut savoir c'est que en gros si ça a été nommé avant, c'est ça qui reste. Donc normalement Homo longi devrait être synonyme de Homo daliensis et c'est daliensis qui a la priorité. Donc déjà rien que ça, c'était un problème en soi, mais en plus ils avaient vu dans cette phylogénie, alors phylogénie dont on peut contester les résultats mais n'empêche que eux au moins ils ont fait une phylogénie, hein, contrairement à ça, hein. Voilà, donc il y en a qui donnent des résultats mais qui font les calculs pour donner les résultats. Alors on peut contester la validité des calculs, mais au moins ils ont fait les calculs. Là il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de maths, il n'y a rien qui a été fait, on balance des opinions taxonomiques comme ça.
Mais bref, dans cette phylogénie, il y a quand même Arbin qui tombe groupe frère de Gjiae, la mandibule de Gjiae. Or, pour cet article-là, la mandibule de Gjiae, elle fait partie d'une autre espèce, complètement différente, qui s'appellerait Homo juluensis. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un immonde problème parce que, vous avez une phylogénie et vous avez des gens qui n'en ont rien à cirer. Et qui prennent des décisions taxonomiques complètement à l'encontre de cette phylogénie existante. Et moi, j'aimerais bien qu'on me donne une phylogénie. Alors ouais, vous allez me dire, mais c'est peut-être dans le livre. Bah oui, mais le livre, c'est pas du peer-reviewed. Le livre, il a pas été revu par les pairs. L'article revu par les pairs, c'est lui, c'est ça. Et il y a pas de phylogénie. Et prendre des décisions taxonomiques sans faire de phylogénie avant, c'est pas bien. C'est pas bien, faut pas faire ça. Parce que là, vous vous retrouvez avec Dali et Arbin dans le même groupe, Homo longi, alors que ils sont moins apparentés que Arbin et Gjiae, qui eux se retrouvent séparés dans deux espèces différentes. Et ça, c'est pas normal. Donc c'est un article qui non seulement se fiche un peu de la priorité taxonomique, mais qui en plus se fiche de la phylogénie. Et ça, c'est pas bien. Donc à mon avis, juluensis, ça va pas tenir. Ça va pas tenir parce que très bientôt, il y a des gens qui vont pointer du doigt en disant « mais ça marche pas en fait !» Bah non. Non, ça marche pas. Et alors, cerise par-dessus le gâteau, la cerise qui fait déborder le vase, c'est juluensis, pour eux, c'est Denisova. Alors que, encore une fois, la phylogénie précédente, ceux qui ont fait une vraie phylogénie, eux, ce qu'ils ont vu, c'est que Arbin et Gjiae tombent ensemble, et que Gjiae, c'est Denisova, parce qu'on a fait les analyses ADN dessus, et qu'on a pu voir, enfin protéiques en l'occurrence, et qu'on a pu voir que Gjiae était Denisova. Donc, en réalité, normalement, dans un univers où on en aurait quelque chose à faire des phylogénies et de la priorité taxonomique, Homo longi, Denisova, juluensis, tout ça, c'est la même chose, et en réalité, c'est Homo daliensis. C'est ce qu'avait dit John Hawkes. C'est ce qu'avait expliqué John Hawkes, et j'espère qu'un jour il va le publier, parce que faudrait vraiment remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, juluensis, pour l'instant, autre le fait que ça donne une espèce officiellement nommée d'après Joule. Non, je déconne, ça n'a pas été nommé d'après Joule, vous en faites pas. Juluensis, ça veut dire qui vient de Joulu. Ça veut pas dire nommé d'après Joule, ne vous en faites pas. Sinon, ce serait Julie, en réalité. Mais ne faites pas ça. Les paléo-artistes, ne me faites pas un homo Julie. Bref. Blague à part, à mon avis, ça tiendra pas, parce que priorité taxonomique pas respectée, parce que phylogénie pas respectée, parce qu'il y a rien qui marche. Donc à mon avis, juluensis, ça ne tiendra pas, ça va faire comme bodoensis, ça va faire un petit peu parler de lui maintenant, et puis dans 2 ans, on aura oublié ce que c'est. On continue avec l'évolution humaine, avec maintenant Homo sapiens moderne, et Homo sapiens moderne qui continue d'évoluer. Je ne saurais trop vous recommander la lecture de Pourquoi je n'ai pas inventé la roue de Michel Raymond. Pourquoi je n'ai pas inventé la roue, un livre extraordinaire qui parle justement de ce dont je vais vous parler maintenant, à savoir de l'évolution de l'amylase, de l'évolution de l'adaptation aux hautes altitudes au Tibet, et de l'évolution de la lactase. Donc, il y a rien de particulièrement nouveau dans ce que je vais vous dire maintenant, à part des petites choses qui sont confirmées. On commence par l'amylase, publiée dans Science, étude de l'amylase, qui nous montre donc déjà qu'il y a 17 copies, enfin il y a entre 2 et 17 copies du gène, enfin des gènes de l'amylase. Alors l'amylase, qu'est-ce que c'est ? C'est la protéine qui vous permet de digérer l'amidon, donc que vous sécrétez notamment dans votre salive, et qui vous permet de digérer l'amidon. C'est donc une protéine qui est très importante une enzyme en l'occurrence, qui est très importante pour la nutrition, notamment quand vous êtes un post-néolithique, un être humain post-néolithique. Les populations de chasseurs-cueilleurs en ont généralement moins, les populations qui sont
post-néolithiques en ont généralement plus. Donc c'est pour ça que chez l'être humain, il y a entre 2 et 17 copies des gènes de l'amylase dans le génome. Cette variation étant directement corrélée avec le mode de vie, à savoir est-ce que vous êtes descendant de population agricole ou non. Donc c'est une adaptation à l'agriculture, hein, pour faire les choses tout à fait simples, c'est une adaptation à l'agriculture, et donc dans cet article, ils ont pris le parti de réétudier l'évolution de l'amylase avec maintenant, sachant qu'on a des gènes de Néandertal, de Denisova, et de plein d'Homo sapiens éteints et modernes. Et alors ce qu'ils trouvent, c'est très intéressant, ils trouvent qu'en fait déjà, l'ancêtre en commun de Sapiens, de Néandertal et de Denisova avait déjà 3 copies d'amylase dans son génome. Il y avait déjà au moins 3 copies, et après chez Homo sapiens pré-agriculture, donc pré-néolithique, il y avait déjà entre 3 et 9 copies. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que ça suggère, ça veut pas dire forcément, mais ça suggère que tout ce beau monde, finalement, il n'était pas si hyper carnivore que ça. Vous vous rappelez le débat sur jusqu'à quel point les ancêtres des humains étaient hyper carnivores, avec cette présomption que Homo erectus était un hyper carnivore, voire même un charognard en l'occurrence, exclusivement charognard, ce qui expliquerait certaines choses, comme par exemple le fait qu'on ait un estomac hyper acide, presque aussi acide que celui des vautours. Donc ça, ce serait une adaptation au charognage, ça dissout les os et ça tue toutes les bactéries. Mais bon, après à côté de ça, on a des mandibules qui sont toutes petites, donc ça va pas, comparé à une hyène par exemple, ça va pas. Mais bref, il y a un débat. Sachez qu'il y a un débat sur à quel point nos ancêtres étaient carnivores. Récemment, il y avait eu Néandertal, on avait montré en étudiant la plaque dentaire de Néandertal, on avait trouvé du pollen, on avait trouvé des restes végétaux, donc ce qui montrait qu'il mangeait des végétaux, qui sont quand même suggestifs qu'il avait pas un régime alimentaire exclusivement carné, et donc là, s'il se retrouve avec 3 copies d'amylase déjà, que ce soit Néandertal, Denisova et Homo sapiens de l'époque, Homo sapiens d'avant, juste après la divergence avec Néandertal, donc on est à 300 000 ans et quelques, plus de 300 000 ans même. Bon là ça remet beaucoup en question l'idée qu'on était complètement carnivore. Ça suggère même très fortement qu'on n'était pas du tout complètement carnivore. La dérive génétique, elle peut faire apparaître des trucs, si vous voulez, mais faire apparaître 3 copies d'amylase, une copie ça va, 2 copies pourquoi pas, 3 copies d'amylase uniquement par dérive génétique, c'est quand même bizarre. Ce serait donc on aurait peut-être une adaptation à un régime qui était pas si carné que ça. Et donc en montant dans le temps, en avançant dans le temps, eh bien on se rend compte que non seulement les ancêtres d'Homo sapiens avaient déjà entre 3 et 6 copies de gènes de l'amylase, bien avant l'agriculture, il y a 45 000 ans. 45 000 ans, on est très plus de 40 000 ans, près de 40 000 ans avant l'agriculture. Et donc ça veut dire qu'en fait la révolution néolithique, entre guillemets, c'est pas forcément une révolution. Ça veut dire qu'il y avait déjà en quelque sorte une forme de transition, on va dire, entre l'agriculture et la non-agriculture, les chasseurs-cueilleurs, avec un fort enrichissement du régime alimentaire en amidon, donc une plus forte dépendance à une nourriture, une source de nourriture régulière à base de plantes. Et ça va bien avec ce qu'avait découvert Lynn Wadley, on en avait parlé il y a pas si longtemps que ça, mais ça va très bien avec ce qu'avait découvert l'archéologue Lynn Wadley, qui avait découvert qu'en fait il y a 120 000 ans, les humains cultivaient entre guillemets, mais en tout cas se servaient de certains tubercules pour se nourrir, et les cuisinaient certains tubercules pour se nourrir, et tubercules qu'on retrouve justement sur toute la côte est africaine et jusque dans le Levant, là où justement l'agriculture est apparue. Et donc il est pas complètement impossible en fait que Homo sapiens ait suivi ce genre de source de nourriture qui était là tout le temps et qui était très facile à cueillir en fait,
Il n'est pas impossible que Homo sapiens ait suivi ce genre de plantes-là et soit devenu de plus en plus dépendant à ce genre de plantes-là, et qu'en réalité, c'est pas nous qui avons domestiqué les plantes, mais c'est les plantes qui nous ont domestiqués. Et oui, et ça c'est beau, et ça c'est bien, et ça c'est impressionnant, et ça perfore le rectum, comme je le disais il y a pas longtemps, ça perfore le fondement. Bref, on a un nouveau narratif en fait où il y aurait pas eu une révolution néolithique finalement, mais une transition un peu plus graduelle vers une néolithisation avec, à la clé, à la fin, vraiment une agriculture, une vraie agriculture. On peut penser à une phase de transition qui consiste à retourner finalement tout le temps au même endroit pour aller chercher les mêmes tubercules, par exemple. Hein. C'est aussi simple que ça. En réalité, il n'y a pas à réfléchir à un moyen hyper compliqué d'être agriculteur sans être agriculteur. Non, il suffit de retourner régulièrement au même endroit, chercher la même source de nourriture. Et puis à un moment se dire, tu sais quoi, on va replanter, comme ça quand on reviendra l'année prochaine, ils seront là, tu vois. C'est aussi simple que ça. Mais là, au moins, on a des preuves génétiques que ça a pu avoir lieu, et qui viennent s'additionner aux preuves archéologiques données par Lynn Wadley il y a pas si longtemps que ça. Et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle origine du néolithique qui commence à poindre le bout de son nez, mine de rien, avec ce genre d'article-là. L'adaptation des Tibétains aux hautes altitudes. Vous savez probablement déjà que certains de ces gènes d'adaptation aux hautes altitudes nous ont été donnés par Denisova. Enfin, ont été donnés aux Tibétains par Denisova, parce que je doute qu'il y ait beaucoup de Tibétains qui m'écoutent. Si vous êtes là, manifestez-vous en commentaire. Mais bref, si vous êtes Tibétain, vous avez des gènes de Denisova qui vous permettent notamment de stocker mieux l'oxygène dans votre sang, pour avoir plus de globules rouges notamment. Vous avez un métabolisme qui est plus économique. Vous avez plein d'autres adaptations, l'hémoglobine qui est aussi plus efficace, vous avez des artères pulmonaires qui sont plus grosses, vous avez une pression artérielle qui est différente de celle des autres êtres humains parce que vous êtes tibétain et que vous êtes adapté aux hautes altitudes. Certaines donc ont été héritées de Denisova, beaucoup toutes sont sous pression sélective constante. Donc elle continue d'évoluer chez l'être humain, c'est pas parce qu'on a eu la première étincelle provenant de Denisova que ces gènes ont arrêté d'évoluer depuis, non, ils continuent d'évoluer, il y a de nouveaux gènes qui apparaissent. Et donc ces adaptations de l'hémoglobine, du système cardiovasculaire et du système respiratoire, elles sont aussi, vous le savez aussi peut-être, convergentes avec les populations des Andes. Et c'est complètement de l'évolution convergente parce que c'est pas les mêmes gènes qui sont concernés. Donc c'est les mêmes adaptations que les populations tibétaines, mais dans les populations péruviennes essentiellement, ont les mêmes adaptations, mais ce ne sont pas les mêmes gènes qui ont conduit à ces adaptations. Donc c'est de l'évolution complètement convergente. Et donc dans cet article-ci, ils se sont focusés uniquement sur les populations tibétaines et notamment sur les femmes tibétaines et leur succès reproductif en fonction de l'altitude. Et en fait, ils se sont rendus compte que les femmes qui vivent à plus de 2500 mètres d'altitude, en fait, plus de 3500 mètres, d'altitude, se reproduisent mieux, enfin, les femmes tibétaines qui vivent à 3500 mètres d'altitude se reproduisent mieux que les femmes non tibétaines, donc qui n'ont pas tout ce matériel génétique, qui n'ont pas toutes ces adaptations, aux mêmes altitudes. Donc en gros, vous avez plus de chances de faire une fausse couche si vous n'avez pas cette adaptation-là à plus de 3500 mètres d'altitude, et ça explique en fait comment ces gènes ont pu évoluer chez Homo sapiens. Enfin, notamment les populations tibétaines d'Homo sapiens. C'est le succès reproductif est dû au fait que notamment les chances de fausse couche sont réduites. Les chances d'échec de la grossesse sont réduites. Bref, c'est au niveau, d'après cet article, il se passe quelque chose au niveau de la grossesse et au niveau du développement du fœtus. Et c'est pour ça, en fait, du fait qu'elles ont un meilleur métabolisme, du fait qu'elles respirent mieux, du fait que l'oxygène circule mieux dans le sang, que le sang stocke plus d'oxygène, elles sont moins affectées par l'altitude, et notamment par le manque d'oxygène en altitude, et de fait, leur fœtus se développe mieux,
et elles ont moins de chances de faire des fausses couches, elles ont plus de chances de se reproduire avec succès, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'essaie de rendre ça plus compliqué que ça ne l'est, c'est éminemment simple. Encore fallait-il tester cette hypothèse, et maintenant c'est fait, c'est testé, on en a la preuve, c'est bien ça qui se passe. Homo sapiens évolue toujours, et les populations tibétaines en sont la preuve, et nous montrent exactement comment ça se passe. Voilà. Et vous avez enfin dans Nature Communication la lactase, alors qui a été étudiée entre autres gènes, ici dans une étude qui se focalise sur la valeur sélective des gènes. Si vous avez vu ma vidéo sur le chapitre 2 du livre Biologie évolutive, vous avez peut-être remarqué le gros passage où j'explique comment on fait pour savoir si un gène est sous sélection naturelle ou pas. C'est assez compliqué à déterminer, l'hypothèse de base étant qu'un gène n'est pas sous sélection naturelle tant qu'on n'en a pas fait la preuve. Eh bien, pour faire la preuve qu'un gène est sous sélection naturelle, il faut pouvoir le comparer, en fait, il faut pouvoir comparer différentes copies de ce gène qui existent dans différentes espèces. Et jusqu'à très longtemps, c'était compliqué à faire ça, parce que, on avait Homo sapiens, et puis le chimpanzé, et puis c'était à peu près tout. Donc ça limitait largement la comparaison. Maintenant, on a Néandertal, maintenant on a Denisova, maintenant on a plein de populations d'Homo sapiens actuelles et éteintes dans nos bases de données génétiques, dans GenBank. Donc on peut faire de grandes comparaisons. Donc ici c'est ce qu'ils ont fait avec les populations européennes. Donc ils ont comparé les populations européennes à toutes ces autres populations et toutes ces autres espèces pour voir si des gènes tels que justement la lactase portaient des mutations qui étaient le signe qu'elles étaient sous sélection naturelle. Alors quelles sont ces mutations ? Ce sont notamment les mutations synonymes, les mutations qui ne changent rien. Si vous avez un gène qui n'a que des mutations qui ne changent rien, ça veut dire que ce gène subit un tir nourri de sélection naturelle. Sinon, ce gène aurait des mutations qui changent des trucs, et ces changements n'auraient aucun effet sur la protéine finale, donc on s'en fout. Ces gènes changeraient la protéine finale, mais ça n'aurait aucune valeur sélective, donc la sélection naturelle s'en foutrait. Si la sélection naturelle défonce systématiquement toutes ces mutations qui changent la protéine, donc toutes les mutations qui ne sont pas synonymes, eh bien ça veut dire que vous êtes sous sélection naturelle. Vous êtes sous un gros tir de barrage de sélection naturelle. Et donc, ce qu'ils ont fait là, c'est comparer différents gènes, dont la lactase, avec les mêmes gènes dans d'autres populations humaines. C'est très compliqué, c'est très mathématique, mais au final, ce qu'on a, ce sont des gènes, dont la lactase, qui évoluent très fortement sous sélection naturelle. Et donc, ce qu'ils trouvent, c'est que la lactase, en fait, a évolué plusieurs fois à la période historique, parce que vu qu'ils ont une belle couverture génétique depuis le néolithique ici jusqu'à la période historique, ils ont plein de génomes de différentes époques. Là, ils arrivent à dater les événements de mutation, et donc la lactase, elle est sous forte sélection naturelle depuis la période historique, donc pas depuis la période du bronze ou pas depuis la période du fer, depuis l'âge du fer, et pas non plus depuis le néolithique. C'est vraiment quelque chose de récent en fait. C'est dû à des famines notamment qui ont pu être très très récentes pendant le Moyen Âge par exemple. Il y a eu pas mal de famines où boire du lait, boire du lait quand il restait plus rien d'autre à bouffer, ça s'est montré en fait extrêmement avantageux. Voilà. Et si vous pouviez pas digérer le lait en tant qu'adulte à des époques de famine pendant le Moyen-Âge, eh bien, vous creviez de faim. Et vous ne faisiez pas d'enfants. Tout simplement. Et d'autres choses intéressantes, ils ont effectivement regardé la lactase, dont ils disent ici qu'elle a muté dans la période historique, mais ils ont aussi regardé d'autres gènes, et notamment des gènes de variation de la couleur de la peau et de la couleur des yeux, notamment les gènes qui donnent leur couleur claire à la peau et aux yeux des Européens. Et leur analyse montre que cette coloration a évolué très tôt dans les populations anatoliennes et s'est ensuite répandue chez les populations de chasseurs-cueilleurs pendant le néolithique. Et ils confirment donc que c'est bien pendant le néolithique, ce qu'ils appellent la période N, que le maximum de sélection a eu lieu sur ces gènes de la couleur de la peau. Donc ça confirme en fait la valeur sélective
de la couleur de la peau quand on parle d'ensoleillement. Ça confirme pas que le lien avec l'ensoleillement, mais ça confirme la valeur sélective de la couleur de la peau, l'explication la plus simple étant l'ensoleillement. Bon, sachant qu'il y a aussi la nutrition qui rentre en jeu. Et voilà, si jamais on vous demande comment l'être humain évolue encore, l'amylase, les adaptations aux hautes latitudes, les lactases, la couleur de la peau, tout ça, tous ces gènes sont sous sélection naturelle. Et ça continue. La sélection naturelle n'est pas morte, mesdames et messieurs, la sélection naturelle, elle continue de faire son effet. Si vous êtes né, c'est que vous y avez déjà survécu. On termine avec l'évolution humaine avec ce nouvel article qui a étudié, enfin c'est une équipe qui ont étudié les humains de Dmanisi. Alors les humains de Dmanisi, c'est ce qu'on appelait autrefois Homo georgicus, donc les hommes de Géorgie, et qu'on appelle plutôt maintenant alors soit on les appelle les Homos de Géorgie, donc on a arrêté de leur donner des espèces, soit on les appelle les Homo erectus de Géorgie. Pourquoi ? Parce que ils sont un peu spéciaux, ces homos de Géorgie. En 2013, dans le temps lointain de jadis de 2013, c'était il y a 11 ans maintenant, il y avait une étude qui avait montré qu'en fait, on avait toute une population en fait à Dmanisi, et que cette population, elle était très très variable en fait. C'est-à-dire qu'on en avait qui ressemblaient à des Homo erectus d'Afrique, donc des Homo ergaster, et il y en avait qui ressemblaient à des Homo erectus d'Asie de l'Est, donc des vrais Homo erectus, puisque Homo erectus, je le rappelle, a été défini en Asie à la base. Donc l'holotype est asiatique. En l'occurrence, l'holotype, c'est l'homme de Java. Mais vous avez aussi l'homme de Pékin qui est quasiment identique à l'homme de Java. Donc bref, on avait cette distinction, Homo ergaster en Afrique, Homo erectus en Asie, et vous avez en 2013 les Homo georgicus, dont une étude qui avait montré qu'en fait Homo georgicus recouvre à lui tout seul la variabilité entre Homo ergaster et Homo erectus, donc ce qui fait que maintenant on parle Homo erectus africain, Homo erectus de Géorgie et Homo erectus d'Asie. C'est pour ça que maintenant on appelle tout ça Homo erectus, ou en tout cas les plus ouverts d'esprit appellent ça Homo erectus, ceux qui sont très conservateurs préfèrent encore dire ergaster et erectus. Bon bref, et Georgicus. Donc là, on va parler de Georgicus. Voilà, si vous êtes un vieux de la vieille et que vous préférez qu'on parle de Georgicus, on parle de Georgicus. Si vous êtes un petit jeune fringant et moderne et progressif, vous parlerez d'Homo erectus de Géorgie. C'était une grosse digression, oui je sais. Alors, Dmanisi, Géorgie, les homos, qu'est-ce qu'ils ont ? Eh bien, ils ont des dents. Et ces dents, elles ont des lignes de croissance, dans la dentine qui grandissent d'un jour à l'autre. Donc si on regarde, si on zoome très très fort dans ces lignes de croissance, eh bien on va voir on va voir chaque jour en fait que notre Homo de Géorgie a passé chaque jour représenté par une ligne de croissance. Et donc ça va nous donner justement la vitesse de croissance de notre être humain de Géorgie. En plus, ce crâne de Géorgie qu'ils ont étudié, ils ont étudié qu'un crâne, mais il a déjà plein de dents. 32 dents et de dehors, comme dirait l'autre. Il a déjà plein de dents, donc étudier chaque dent à très très haute résolution suffisante pour pouvoir voir les lignes de croissance, le tout de façon non destructive, parce que évidemment vous coupez dans une dent, c'est facile de voir, mais là, on n'a pas envie de couper dans les dents, on n'en a pas beaucoup des hommes de Géorgie, donc on a utilisé quoi ? Le synchrotron de Grenoble, pour faire des scans à très très haute résolution, afin de pouvoir étudier ces dents sans les couper, sans les détruire. Ça a pris du temps, ça a pris 18 ans, mais alors, quel résultat, mesdames et messieurs, quel résultat, scanner toutes ces dents, 18 ans d'études, et ça donne la vidéo que je suis en train de vous montrer, qui a été postée sur le Twitter de l'ESRF, donc vous tapez ESRF synchrotron et vous pourrez aller voir cette vidéo, au cas où j'oublie de la mettre dans les descriptions. Donc regardez là, on zoome à l'intérieur des dents, et ensuite on zoome encore en plus à l'intérieur des tissus des dents, et là on va commencer à voir les lignes de croissance à l'intérieur de ces dents, quoi. Et on peut compter donc ces lignes et en afférer la vitesse de croissance de notre Homo erectus, exactement comme on ferait avec les lignes de croissance d'un arbre, si vous voulez. Regardez ça, ils se sont quand même donné du mal pour faire cette animation. Je pense que c'est Paul Taforo du synchrotron qui l'a fait, cette animation.
sont quand même bien donné du mal, mais c'est complètement incroyable en fait ce qu'ils ont réussi à faire avec ça, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne que on peut reconstruire toute la croissance de ce spécimen d'Homo erectus depuis l'éruption de sa première incisive adulte jusqu'à l'éruption de sa dent de sagesse. On arrive à aligner ces lignes, ces dents à partir de leur ligne de croissance, puisque chaque individu, notamment les mammifères placentaires, passe à travers des lignes de stress, en fait, enfin des périodes de stress qui se reflètent sur les dents comme des lignes de stress. La naissance, par exemple, est une ligne de stress qui se reflète sur la plupart de vos dents, puisque vos dents sont quand même présentes sous forme de germes à l'intérieur de vos mâchoires, même si elles sont pas poussées. Donc on voit ces lignes de stress sur vos dents, et ça permet de reconstruire la croissance de notre Homo erectus pendant toute sa vie, depuis, comme je le disais, les germes de ses incisives jusqu'à l'éruption de sa molaire. Et ça nous donne quoi? Eh ben ça nous donne, alors l'épaisseur évidemment des lignes de croissance et le nombre de lignes de croissance nous donne directement un indice de la croissance de notre Homo erectus, c'est ce que vous voyez sur ici l'axe vertical, et sur l'axe horizontal vous avez les années. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a une croissance chez notre man ici, notre Homo erectus de Géorgie, ici en rouge, qui est très lente au début de sa vie, qui accélère autour de l'âge de 5 ans, et qui redescend ensuite une fois passé l'âge d'environ 8 ans. Et ça recouvre pas mal la croissance qu'on voit chez Homo sapiens. Chez Homo sapiens, pareil, en vert ici, on a une croissance qui est relativement basse, enfin un taux de croissance qui est relativement bas entre 0 et 5 ans. À 5 ans, 5-6 ans, bon là c'est peut-être plus proche de 7 ans en réalité, c'est un peu plus tardif chez Homo sapiens. On a un pic de croissance, c'est là qu'on grandit le plus vite, et hop, après la croissance se réduit avec un léger petit renflement au niveau de la puberté, mais en réalité on ne grandira jamais aussi vite que quand on a 7 ans. Donc quand on a 7 ans, on pousse très très vite, nous disent les dents. Oh, on pousse très vite, nous disent les dents. Donc ça c'est le pattern de croissance d'un Homo sapiens d'après ses dents, ça c'est le pattern de croissance d'un Homo erectus d'après ses dents, et ça c'est le pattern de croissance d'un chimpanzé d'après ses dents. Donc d'après les dents du chimpanzé, ici en bleu, le chimpanzé il grandit très très vite dès sa naissance, et ça ne fait que aller vers le bas, jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille adulte, vers à peu près l'âge de 10 ans visiblement, ou en tout cas leur chimpanzé à eux a pas vécu plus loin que l'âge de 10 ans. Semble-t-il. Bref. Donc en tout cas, c'est une croissance qui suit une trajectoire qui est complètement différente. Les chimpanzés ne grandissent jamais plus que quand ils viennent de naître. Et ça ne fait qu'aller vers le bas. Alors que chez l'être humain, on a vraiment ce bump, ce pic de croissance qui a lieu vers l'âge de 7 ans. Et donc, Homo erectus, comme vous pouvez le voir, a totalement une courbe d'Homo sapiens. Voilà, et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Homo erectus a totalement une courbe de croissance d'Homo sapiens. Il grandissait peu en étant petit, il grandissait vite autour de 5-6 ans, et il grandissait moins après. Il a le même pic de croissance, presque au même âge, là à 5 ans au lieu de 7 ans chez Homo sapiens. Donc chez Homo sapiens, c'est encore plus retardé. Donc sapiens a une croissance très très lente dans les premiers stades de sa vie, et c'est le cas aussi chez Homo erectus, et la question c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que Homo erectus, il a un petit cerveau. C'est ce qu'ils nous disent ici. Homo erectus, celui de Dmanisi en l'occurrence, pas celui d'Asie. Homo erectus de Géorgie, il a un cerveau de l'ordre de 550 à 700 cm3. Donc c'est vraiment pas énorme pour un Homo erectus. On est toujours dans le même niveau que Homo habilis à peu près, et les plus tardifs des australopithèques ont un cerveau qui peut atteindre les 500 cm3. Donc on est vraiment dans un cerveau qui est, pour le genre Homo, aussi petit qu'il puisse l'être. Voilà. Ça veut dire que le dilemme obstétrique, il était là, Le dilemme obstétrique, d'ailleurs il y a eu un article récent que j'ai pas inclus dans ma sélection parce que c'était déjà une longue sélection et que ça fait longtemps que je parle, mais il y a un article qui est sorti récemment qui a dit que le dilemme obstétrique, il existe aussi
en une version moindre, mais il existe quand même chez les chimpanzés. Donc le dilemme obstétrique, c'est vous avez une tête trop grosse pour votre bassin, mesdames. Enfin, votre bébé a une tête trop grosse pour votre bassin, et du coup, il y a un moment en fait où il faut ralentir la croissance du bébé pour qu'il puisse quand même sortir durant l'accouchement. Et puis bah tant pis si le gamin est prématuré, quoi. Donc on a des enfants qui sont trop prématurés, en fait qui naissent trop prématurés, qui ne grandissent pas assez vite. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils puissent sortir du bassin de leur mère. Or, si Homo erectus avait un petit cerveau de l'ordre de à peine plus gros que celui d'un australopithèque, et je rappelle que les australopithèques n'ont pas un cerveau beaucoup plus gros que celui d'un chimpanzé, voire même plus ou moins de la même taille, bah ça veut dire que le dilemme obstétrique, il était loin d'être aussi prononcé qu'il l'est chez Homo sapiens moderne. Or, même en ayant un dilemme obstétrique loin d'être aussi prononcé que chez Homo sapiens moderne, ils ont quand même une croissance qui est très similaire à celle d'Homo sapiens moderne. Légèrement plus précoce de 2 ans, mais quand même exactement le même type de courbe et complètement différent de la courbe des chimpanzés chez qui le dilemme obstétrique est quasi, du coup, du fait de cette étude, chez qui il est quasi inexistant, pardon. Alors pourquoi Homo erectus ralentirait-il sa croissance si le dilemme obstétrique n'était pas aussi prenant ? Bah, c'est une bonne question, et leur hypothèse à eux, en fait, bah, c'est que chez Homo erectus, on avait une structure sociale très forte, notamment une structure familiale très forte. Alors, ça vient surtout du fait que chez Homo erectus, on a trouvé à Dmanisi, on a trouvé ce qu'on supposait être un groupe familial, même si on n'a pas la preuve formelle que c'est un groupe familial, mais on a trouvé ce qu'on suppose être un groupe, en tout cas. Et ce groupe, il contient des individus relativement jeunes, mais aussi des individus très très vieux. Il y a notamment un individu qui a plus du tout de chicot. Il a plus de dents, plus rien. Il était super vieux et il pouvait probablement pas se nourrir tout seul vu qu'il avait plus de chicot. Et de fait, on pense que cet individu, bah, c'était les autres qui s'en occupaient. Et de fait, même si on n'a pas trouvé de bébé Homo erectus de Dmanisi, eh ben, on a quand même maintenant les dents de Homo erectus de Dmanisi qui nous suggèrent que les bébés Homo erectus, ils naissaient presque tout aussi prématurés que les bébés Homo sapiens modernes. Et donc ça veut dire que ces bébés avaient besoin de soins constants, maternels, paternels, grand-mère, grand-père. On avait au moins, enfin ça suggère en gros qu'on avait au moins 3 générations, des familles d'au moins 3 générations. On avait les petits vieux, qu'on a retrouvés sous forme de fossiles, on avait les adultes, sains et sereins, et on avait les jeunes, et notamment parmi les jeunes, des bébés très jeunes. Donc on avait peut-être même, si ça se trouve, en fonction de quand se reproduisaient les Homo erectus, on avait peut-être même 4 générations en réalité. À savoir des petits vieux, des adultes, des jeunes qui viennent de se reproduire, et des jeunes, des ados tardifs ou des jeunes adultes qui venaient de se reproduire, et des bébés. Donc on pouvait avoir des familles en fait multigénérationnelles avec des liens familiaux très forts qui s'occupaient les uns des autres. Et ça c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'en gros la lignée humaine, le genre Homo n'a pas attendu le dilemme obstétrique pour s'occuper de ses petits. Et c'est probablement ce que nous dit cet article, c'est que c'est probablement pour ça en fait qu'on a une croissance très lente chez les petits, c'est parce que les liens familiaux permettait aux petits d'avoir une croissance plus lente, et c'est cette croissance plus lente qui a permis au cerveau de grossir plus tard dans l'évolution du genre humain, parce que la croissance lente permet de passer plus de temps à faire maturer le cerveau, et pas l'inverse, en fait. Donc c'est pas le dilemme obstétrique qui a provoqué, c'est pas la croissance du cerveau qui a provoqué le dilemme obstétrique qui a provoqué la croissance retardée, c'est la croissance retardée qui est venue d'abord, probablement parce que les êtres humains avaient des liens sociaux très forts, donc ça a relâché la pression qu'il y a chez les chimpanzés de grandir très très vite quand on est né parce que sinon on va crever. Donc il y a plus de pression de sélection quand on est petit chez l'être humain en fait, contrairement aux chimpanzés, il y a plus de pression de sélection quand on est petit pour grandir très très vite parce que sinon tu vas crever. Donc les humains, vos parents, vos grands-parents, voire même vos arrière-grands-parents vont s'occuper de vous, tout le groupe va s'occuper de vous, donc vous pouvez grandir à votre rythme, tranquille, lentement, et
à l'époque, il n'y avait pas encore le gros cerveau, mais justement, vu que la croissance était lente et vu qu'il y avait plus de temps pour faire maturer le cerveau, bah c'est après, ça a relâché en fait, ça a relâché une espèce de plafond de verre sur l'évolution du cerveau qui a permis plus tard au cerveau de devenir plus gros. Je dis pas que c'est la croissance lente qui fait grossir le cerveau, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ça a enlevé une espèce de plafond de verre sur la croissance du cerveau. Maintenant que vous avez la liberté de grandir pendant plus longtemps, eh bien, vous pouvez avoir un plus gros cerveau. Donc ça a relâché une pression de sélection qui a permis plus tard dans l'évolution humaine d'acquérir un cerveau plus volumineux. Et ça va très bien avec la théorie de ce qu'on appelle le cerveau social, à savoir le cerveau c'est d'abord les interactions sociales qui permettent ensuite au cerveau de grossir, voire même qui obligent le cerveau à grossir parce que les interactions sociales fortes obligent à être plus intelligent, donc à augmenter la capacité de cognition qui passe entre autres par l'augmentation du nombre de neurones. Je dis bien qu'il passe entre autres parce que évidemment on peut aussi augmenter la capacité cognitive en gardant un petit cerveau, les oiseaux en sont la preuve, mais c'est une autre question. Bref, article absolument fascinant et qui ne démérite pas sa publication dans Nature, j'espère vous en avoir convaincu. On reste sur les cerveaux avec la description d'un nouvel oiseau du Crétacé du Brésil, donc un énantiornite, cette grande famille d'oiseaux du Crétacé complètement disparus. Certains avaient des dents, certains avaient des griffes au niveau des mains, donc c'était des oiseaux relativement primitifs. Et donc ici, on a ce nouveau genre même, Navaornis, qui nous vient du Brésil, du Crétacé du Brésil, et qui a un cerveau tout à fait intéressant, parce que en fait son cerveau, vu comme ça, il a l'air vachement avien. Donc pourquoi que je dis qu'il est vachement avien? Les cerveaux d'oiseaux en fait sont très différents des cerveaux des reptiles, et notamment de leurs ancêtres les dinosaures, parce qu'ils ont cette surface bombée sur le dessus, donc ils ont l'équivalent d'un néocortex, si vous préférez, même si on n'appelle pas ça le néocortex chez les oiseaux, mais ils ont l'équivalent d'un néocortex qui donne à leur cerveau cet aspect bombé, et en même temps, ils ont les lobes oculaires qui ont migré sur le dessus du cerveau parce que le cervelet s'est très largement développé vers l'avant. Donc ils ont un très très gros cervelet, le centre de la coordination motrice, et ce cervelet en fait est tellement gros qu'il pousse les lobes optiques qui normalement sont sur le dessus du crâne, il les pousse sur le côté. Donc c'est ce qu'on peut voir notamment chez les crocodiles par exemple. Les crocodiles, ils ont les lobes optiques sur le dessus du crâne, pas sur le côté. Donc il a un cerveau Naoavis qui est très avien de ce point de vue-là, avec le haut du cerveau, là, les hémisphères très bombés, et les lobes optiques largement migrés sur le côté, avec un gros cervelet développé vers l'avant. Néanmoins, il a aussi des caractères primitifs, intermédiaires entre les oiseaux et l'Archéoptérix notamment, parce que son cervelet, il a beau être très développé vers l'avant, vers l'arrière, il est tout petit, son cervelet. Il est tellement petit, en réalité, que ce que vous voyez là, vous voyez ces deux hémicercles là, bah, ce sont les canaux semi-circulaires de l'oreille. Et là, ce que je vais vous dire, ça va vous redonner une définition au terme crâne de Piaf, parce qu'en l'occurrence, il n'a pas un crâne de Piaf, mais ça va redéfinir la définition de crâne de Piaf, et c'est une insulte que je vous invite à réutiliser en société, parce que c'est une très très belle insulte. C'est une insulte purement paléontologique. Navaornis, je vais y arriver, Navaornis avait un cervelet tellement petit qu'il avait les oreilles qui se touchent. Voilà, réutilisez cette insulte en société autant que vous voudrez, c'est cadeau, je vous en fais cadeau. C'est mon présent non copyrighté à la société. T'as le cerveau tellement petit que t'as les oreilles qui se touchent. Voilà, crâne de Piaf, crâne de Piaf. Alors justement, non, c'est pas un crâne de Piaf, puisque les oiseaux modernes n'ont pas les oreilles qui se touchent, parce qu'ils ont un gros cervelet très fortement développé vers l'avant, mais aussi vers l'arrière, ce qui empêche ce que vous voyez là chez Navaornis, à savoir les oreilles ici, qui se touchent presque à l'arrière du cervelet. Donc chez un oiseau moderne, en fait, le cervelet serait tellement développé qu'il séparerait les oreilles. Et donc ça, c'est un caractère très primitif. Ça, c'est un caractère extrêmement primitif, et en réalité, je crois que c'est même plus... Enfin,
chez Archaeopteryx, je crois pas que le cervelet soit aussi petit que ça en réalité. Donc, mais bon, après, le Archaeopteryx a une architecture du cerveau que vous voyez ici. Archaeopteryx a une architecture du cerveau qui est quand même un peu différente, avec notamment les hémisphères qui sont pas aussi gonflés que chez Navaornis. Vous voyez que chez Navaornis, les hémisphères sont beaucoup plus gonflés. Les lobes optiques sont pas autant migrés sur le côté, même s'ils sont déjà migrés sur le côté chez Archaeopteryx. Bon, bref. C'est juste pour vous dire que notre Navaornis, donc, il a des caractères à la fois très primitifs et à la fois très dérivés. Donc c'est un très très beau chaînon manquant en matière d'évolution du cerveau chez les oiseaux, enfin entre les théropodes et les oiseaux, et d'ailleurs ça se voit très bien ici sur cette analyse en composante principale, où Navaornis finit intermédiaire entre les théropodes, Archaeopteryx inclus, et les oiseaux modernes. On continue avec les oiseaux. Alors une étude dont avait parlé Miss Plume dans le Courrier de la Sterne, que je vous invite à aller voir, le Courrier de la Sterne, très très bonne émission. Une étude qui compare, alors publiée dans Nature, toujours Nature Ecology and Evolution, qui compare les chauves-souris aux oiseaux, et notamment en fait la façon dont les ailes des chauves-souris sont couplées avec l'évolution de leurs pieds, comparé à la façon dont les ailes des oiseaux ne sont pas couplées à l'évolution de leurs pieds. C'est ça la grande trouvaille de cet article, c'est qu'en fait ce qu'ils ont découvert, enfin ce dont ils se sont rendus compte, c'est que chez les chauves-souris, en fait, l'évolution des bras est largement liée à l'évolution des jambes. Les deux ne sont pas indépendants. Et ça, génétiquement, c'est tout à fait normal, parce que ce sont les mêmes gènes quasiment, ce sont les mêmes homéogènes. Les gènes du développement des bras et des jambes ne sont pas indépendants, ils n'évoluent pas de façon indépendante. Et donc là, ce qu'ils disent dans cet article, c'est que chez les chauves-souris, les bras et les jambes sont très très dépendants. Alors c'est ce qui est représenté par ce graphe, le bleu et le rose. Le bleu c'est les bras, le rose c'est les jambes. Vous voyez que là le bleu et le rose sont complètement mélangés, alors qu'ici chez les oiseaux, le bleu et le rose sont bien séparés. Chez les oiseaux par contre, le lien génétique entre les bras et les jambes, enfin le lien développemental entre les bras et les jambes n'est pas aussi fort, ça reste quand même largement entremêlé, mais ce n'est pas aussi fort que chez les chauves-souris. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que les oiseaux, ça fait plus de 150 millions d'années qu'ils se baladent. Donc ça, c'est pas comme les chauves-souris qui sont là depuis à peu près peut-être même moins que 60 millions d'années, parce qu'on n'a pas de fossiles de chauves-souris de plus de 55 millions d'années, je crois. Donc les analyses moléculaires aimeraient bien placer les chauves-souris aux alentours de 70 millions d'années, l'origine des chauves-souris à 70 millions d'années, donc on va être généreux, mais en gros elles ont déjà moitié moins de temps d'évolution que les oiseaux. Ça aurait été intéressant d'inclure les ptérosaures dans cette étude pour voir si chez les ptérosaures il y avait une indépendance, parce que les ptérosaures, eux, ils ont une origine dès le Trias, donc encore bien avant les oiseaux, donc si c'est bien ça qui se passe, c'est-à-dire si le temps d'évolution est effectivement une variable à prendre en compte dans cette histoire, on s'attendrait à ce que les ptérosaures aient une évolution des bras et des jambes qui est très 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 indépendante, beaucoup plus indépendante que chez les oiseaux. Spoiler alerte, je ne crois pas que ce serait le cas. En tout cas là, visuellement comme ça, j'ai pas vu de ptérosaure échassier par exemple, j'ai pas vu de ptérosaure redevenir complètement aquatique. J'ai pas vu de ptérosaures en Antarctique, j'ai pas vu de ptérosaures... bref, les oiseaux, ils ont une diversité au niveau de la locomotion des jambes qui est immense. Entre les échassiers, les palmes, ceux qui se perchent, les rapaces, les perroquets qui ont 2 pouces opposables sur le pied. Et là, ici, ce qu'il propose, c'est que chez les oiseaux, ce ne sont pas les doigts qui forment les ailes, donc contrairement aux chauves-souris et aux ptérosaures, mais ce sont les plumes. Et donc, il y a beaucoup moins de pression évolutive placée sur les os du bras, sur la structure du bras, et beaucoup plus de cette pression qui est placée sur la morphologie des plumes, qui est un processus développemental totalement différent. Donc en fait, ça relâche la pression sur le développement du bras. Alors il y a toujours un bras à l'intérieur des ailes d'oiseau, mais ce bras, si vous avez déjà vu une main d'oiseau, il est un peu dégénéré, les os sont fusionnés, enfin, vous changez l'architecture de ce truc-là, ça changera pas grand-chose à la morphologie de l'aile.
Et même si ça change la morphologie de l'aile, il n'y a rien que la morphologie des plumes ne pourra pas compenser. Donc le fait d'avoir shifté la fonction de sélection depuis les os du bras, comme chez la chauve-souris, vers les plumes, chez les oiseaux, ça a libéré en fait l'évolution des jambes. C'est ça qu'ils disent. Donc là, on a les chauves-souris qui ont les bras qui sont très fortement contraints à une certaine forme de développement à cause des ailes, mais qui du coup contraignent les jambes à ça. Mais comme les oiseaux, eux, ont libéré cette contrainte, le développement du bras a peu de choses à voir avec la forme finale de l'aile, c'est les plumes qui vont accomplir ça, et bah du coup leurs jambes sont beaucoup plus libres d'évoluer comme ils le veulent. Tout ça fait des jambes des oiseaux un module, on appelle ça un module, c'est un module à part du reste du corps, c'est un module locomoteur à part du reste du corps. Les jambes forment un module qui est bien plus à même d'évoluer indépendamment de la queue et des ailes que chez les chauves-souris. Et ça, c'est un exemple de contrainte évolutive, mesdames et messieurs. Et oui, on avait parlé de contrainte évolutive quand on avait parlé des marsupiaux, les marsupiaux qui sont obligés de ramper depuis le vagin jusqu'à la poche de leur maman, sont obligés de naître avec des bras. Donc les marsupiaux ne peuvent pas avoir des ailes, et ils ne peuvent pas avoir des nageoires. Parce que les marsupiaux sont obligés de naître avec des bras et des petites mains. Et que ces bras et ces petites mains, une fois qu'ils sont formés, bah c'est trop tard. Voilà, c'est une contrainte. C'est une contrainte évolutive. Et bah là c'est pareil. Les chauves-souris ont choisi de prendre leur envol en ayant des très longs doigts. Et ces très longs doigts font qu'elles sont emprisonnées dans un certain schéma évolutif dont les oiseaux se sont affranchis en volant avec des plumes plutôt qu'avec des bras. Bon, ils volent toujours avec leurs bras, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est peut-être la même chose qui s'est passé avec les ptérosaures. Là où c'est intéressant, c'est que c'est probablement la même chose qui s'est passé avec les ptérosaures. Les ptérosaures, c'est aussi un très long doigt numéro 4 qui porte le patagium. Et du coup, ça lie directement l'évolution de bras et des jambes, donc l'évolution des ailes et l'évolution de l'outil d'atterrissage. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'on voit pas de ptérosaures échassiers. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas trouvé les fossiles. Qui sait. Mais j'aimerais bien voir justement si un jour il y aura une étude sur la même chose mais avec les ptérosaures. Ça pourrait être très intéressant. Les dinosaures toujours avec maintenant, ah oui, la fameuse étude, mesdames et messieurs, on aurait découvert la piste d'un petit raptor, en l'occurrence d'un micro-raptor, qui aurait couru et se serait envolé. Voilà la piste fossilisée d'un micro-raptor qui a couru et s'est envolé. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter l'article. Faut pas cligner des yeux parce que ça va aller vite, hein. Générique. Voilà. J'ai pas accéléré pour ceux qui écoutent sans regarder. Donc en podcast, j'ai pas accéléré, hein. J'ai pas passé en accéléré. Il y a littéralement 3 pages, dont une demi-page de générique de fin. Donc 2 pages et demie. Enfin, il y a 3 pages, dont une page d'abstract et de présentation et de tout ça, et une demi-page de générique de fin. Voilà la piste. 1, 2, 3 empreintes. En fait, tout ce qu'ils peuvent en dire, c'est que c'était un petit droméosaure qui courait. Droméosaure parce qu'il y a 2 doigts. Donc les droméosaures courent avec un de leurs doigts relevé, hein, comme dans Jurassic Park où vous voyez le raptor qui relève sa griffe. Donc c'est comme ça qu'on identifie que c'est un droméosaure, et donc c'est un petit, enfin c'est un paravien à ce niveau-là, puisque tous les paraviens ont une petite griffe qui se relève, donc Archaeopteryx aussi par exemple, ou les Troodontidés aussi. Donc bref, c'est un petit paravien, probablement un droméosaure, probablement un microraptor, mais bon on n'en est pas sûr, enfin un microraptoridé, qui aurait fait cette piste, qui est constituée de 3 empreintes, qui sont effectivement suffisamment espacées pour pouvoir dire qu'il s'agit d'une course, mais ça veut pas forcément dire qu'il volait. Enfin, là, ils disent qu'en gros, il battait des ailes entre chaque pas, et c'est pour ça qu'en fait, les empreintes sont si espacées. C'est pas une hypothèse complètement folle. Par contre, ça aurait été bien de comparer ça à un oiseau en train de le faire, hein. Ça aurait été bien, par exemple, de comparer ça à une piste d'empreintes de poules, vous savez, sautant en battant des ailes entre chaque. Ça aurait été bien de faire ça, mais ils ont pas fait. Et ils ont comparé ça à un guépard, ils ont comparé ça à une gerboise, à un springbok,
donc une antilope, à une autre antilope qui s'appelle le prongorn, une gerbille, j'ai pas la comparaison avec le guépard. Le géocoucou est un peu pertinent au moins dans cette histoire. Mais bref. Donc c'est encore un exemple de on a trouvé un truc extraordinaire et on en a fait un rapport d'un manque de profondeur assez décourageant. Et j'aurais aimé pouvoir vous dire qu'il y en avait plus dans les supplementary information, parce que souvent ce qui arrive dans les articles publiés dans des revues très prestigieuses, c'est qu'on n'a pas la place de mettre toute la sève dans l'article principal, alors on en met dans les supplementary information, les appendices, comme on pourrait dire en français, mais c'est pas le cas. Les appendices sont aussi vides que l'article. Et bon, donc oui, c'est définitivement la piste d'un droméosaure qui devait courir, ce qui déjà est suffisamment rare en soi. C'est possiblement la piste d'un droméosaure qui battait des ailes entre chaque empreinte. J'aurais aimé voir plus de preuves que ça n'a pas été fait en milieu subaquatique, parce que si vous rajoutez de l'eau, la flottabilité peut compenser pour le fait qu'il y a de la distance entre chaque empreinte. J'aurais aimé voir plus de choses en fait. C'est dommage. Donc ce coup-ci on finit pour de vrai avec les dinosaures. Avec un article qui ne vous concerne que si vous connaissez le livre Too Big to Walk. Too Big to Walk, c'est un livre qui n'est sorti que en anglais, mais qui a beaucoup fait réagir la paléo communauté, parce que, enfin, les paléo nerds, parce que c'est un livre, en fait, qui propose que les dinosaures étaient trop gros, et que du coup, ils devaient forcément être subaquatiques. Et, alors, ça revient, vous savez, à ces histoires de sauropodes, notamment, qui sont effectivement plus gros que n'importe quel animal géant qui vit aujourd'hui. Donc on a un peu de mal à se représenter comment ça fonctionnait, ces bestioles-là. On a notamment du mal à comprendre comment ils se montaient dessus pour se reproduire. Mais force est de constater qu'ils devaient y arriver, sinon ils auraient pas existé. Mais on a quand même beaucoup de mal à comprendre comment ils se montaient dessus. Les blessures qu'on a pu trouver dans des fossiles à droite et à gauche suggèrent qu'ils se montaient effectivement dessus et qu'ils se faisaient très mal dans le processus. Donc ça voilà, bon bah ils le faisaient quoi. A priori ils le faisaient, mais pourtant il y a quand même des gens qui remettent ça en question. Et ça n'aurait jamais été un problème si ça avait été des scientifiques. Mais ce n'est pas un scientifique qui a fait ça, c'est un journaliste, Brian Ford. Et il l'a fait sur la base d'arguments qui sont tout pétés. Et c'est ce que cet article vous présente. Donc, je vais pas vous faire la liste des arguments tout pétés et de leur débunkage. Je vais juste vous dire le débunkage ultime de cet argument. On a des pieds de sauropodes et c'est des colonnes. C'est-à-dire que si c'est pas des palmes, en fait. Fin. Voilà. Les pieds de sauropodes, on les a, et ils sont pas palmés. Ce sont des colonnes. Ils ont même pas de doigts pour certains. Il y a certains pieds de sauropodes qu'on a retrouvés complètement articulés. Là, ils n'ont pas de doigts. C'est-à-dire, c'est vraiment juste un bâton, pouf, qui pose au sol. Donc c'est une colonne. Vraiment. Ça agit comme une colonne qui soutenait un poids sur une surface minimale. On a en France, notamment, je crois que c'était à Anjac, qui a un moulage d'un pied, d'une empreinte de pas de ces sauropodes, qui montre définitivement, en fait, que le pied, enfin, c'est une empreinte qui est extrêmement profonde, et donc on voit la forme du pied, en fait, de cette empreinte. Et donc c'est comme si le pied avait été momifié, et donc on voit quelle forme avait le pied. Et c'est pas du tout une palme. Pas du tout. C'est un sabot. Voilà, ça fonctionne comme un gigantesque sabot, comme un cheval. Comme s'il y avait un gros sabot unique au bout. Bon, c'était probablement pas le cas, évidemment, mais c'est comme ça que ça fonctionne, un pied de sauropode. On a des empreintes de pas de sauropodes, y compris géants, qui marchaient sur un sol qui n'était pas recouvert d'eau. Les empreintes de Plagne, par exemple, en France, les plus grandes empreintes de sauropodes connues, sont des empreintes d'un sauropode qui a marché sur je crois que c'est une plage ou sur le bord d'un lagon, enfin, mais en tout cas, il n'a pas marché dans l'eau. Et même s'il y avait un peu d'eau, c'était pas suffisamment d'eau pour soutenir son poids, c'était une flaque, en réalité. Donc,
Vous pourriez toujours contre-argumenter que bah oui, mais l'eau elle est pas loin. Oui, mais l'eau elle est pas loin parce que c'est la condition nécessaire à la formation des fossiles. Pas parce que c'est là qu'ils vivaient. Voilà. Bon alors, ça veut dire qu'ils sont passés pas loin de l'eau, certes, mais enfin en même temps, vous allez pas conclure qu'un être humain est un être aquatique parce qu'il a laissé des empreintes sur la plage. Ben là c'est pareil. Donc ce serait un défaut argumentatif tout à fait problématique. Bref, donc ça c'est le débunkage express de cette théorie-là. On a les empreintes et on a les pieds, donc on sait qu'ils n'étaient pas adaptés à la vie aquatique. Et par ailleurs, ce que critique cet article, en fait, c'est surtout le problème que quand Brian Ford argumente, eh ben il passe par la case bouh, la doxa scientifique, oh les méchants, dès qu'on les contredit, ils deviennent méchants, ils n'aiment pas qu'on les contredise, ce sont des comploteurs. Ce qui est généralement la marque typique d'un argument de merde. Enfin, d'une argumentation de merde. Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent ici un argument de type post-vérité, enfin un monde de la post-vérité. Donc c'est Darren Naish qui a écrit ça, et c'est un très très bon article si vous êtes familier avec le livre Too Big to Walk, ou si vous vous êtes jamais posé la question, est-ce que les dinosaures vivaient pas dans l'eau? La réponse est non. Et certainement pas les sauropodes. Et on va terminer avec un très très bel article, une revue complètement, hein, une revue de la littérature de plusieurs dizaines de pages, 44 pages, immense revue de la littérature sur l'origine et le développement de la vie. Je vais pas vous relire tout l'article parce que j'ai fait une vidéo entière sur l'origine et le développement de la vie basée sur le livre Biologie évolutive. Mais si vous avez vu cette vidéo et que vous voulez savoir comment les connaissances ont évolué depuis 2015, sachez qu'il y a un article en anglais qui refait exactement la même chose avec 10 ans plus tard avec des données à jour. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé, on est toujours sur une origine de la vie à environ 4,1, 4,2 milliards d'années. Les premiers fossiles qui dateraient d'environ 3,5 milliards d'années, les premiers rapports isotopiques qui semblent indiquer une activité proche de la vie datant de 3,8, 3,6 milliards d'années, et qui nous viennent du Canada, je crois, si je ne m'abuse. Mais bref, on est toujours sur la même idée, quoi. Hein. On est toujours sur la même histoire. Il y a eu quelques raffinements par-ci par-là, évidemment. Et donc c'est un article que je vous mettrai dans la description. Tenez, là par exemple, l'oxygène, ici les variations d'oxygène et les différents fossiles qu'on a vu apparaître avec la lignée verte et ici les autres fossiles, enfin les autres unicellulaires dont on ne sait pas s'ils étaient des plantes ou pas, mais là vous avez les plantes quoi en gros. Avec ici les variations d'oxygène, donc un premier pic d'oxygène qui pouf fait apparaître plein de nouvelles espèces dans le registre fossile. Donc certes c'était que de la gelée, mais c'était de la gelée qui était quand même très diversifiée mine de rien. Donc on va pas se plaindre. On a plein d'explications sur là vous voyez un très très beau diagramme par exemple sur chaque lignée d'êtres vivants modernes et jusqu'où on peut aller le retracer dans le passé, ici donc jusqu'à l'archéen pour certains, avec les stromatolites notamment, ici les archées qu'on peut retracer jusqu'à 2,5 milliards d'années, les opisthocondtes, donc champignons et animaux qu'on peut retracer jusqu'à environ 600 millions d'années pendant les diacariens, donc bref, c'est vraiment un très très bon article qui résume tout et qui est un formidable support, je trouve, pour les cours, notamment, avec beaucoup d'illustrations comme vous pouvez le voir, et des informations qui sont à jour, contrairement à ce que j'avais fait avec le livre de 2015, où les informations, bon, la vitesse de la recherche sur le précambrien étant ce qu'elle est, je vous avoue qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Hein, heureusement. Mais quand même, c'est une belle remise à jour et je vous invite à aller la voir si le sujet vous intéresse. En parlant de remise à jour d'ailleurs, sachez que cet article, une partie au moins de cet article, a été remise en question presque immédiatement après sa sortie, puisque un nouvel article dans Science Advances, sorti la veille du jour où j'enregistre ce Paleo News,
indique, en fait, à partir de nouvelles analyses phylogénétiques, donc basées sur les gènes, ils ont utilisé ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, donc la vitesse de mutation et le nombre de mutations, pour redater l'origine des métazoaires, et ils trouvent une origine des métazoaires quelque part pendant les Diacariens, il y a environ 600 millions d'années. Et le truc, c'est que si les métazoaires trouvent leur origine par là, eh ben, ça place leur origine en plein milieu d'un des événements de Terre-boule de neige. Il y a eu 2 événements de Terre-boule de neige, et ces 2 événements de Terre-boule de neige, alors je vais vous dire les dates exactement, voilà, vous avez le premier qui a eu lieu au Strutien, entre 717 et 660 millions d'années, et l'autre Terre-boule de neige qui a eu lieu au Marinoen, entre 650 et 630 millions d'années. Et donc en ayant une origine des métazoaires, donc des animaux, à cette époque-là, eh ben c'est embêtant. C'est embêtant parce que du coup ça vous place l'origine des animaux pendant une énorme phase de crise biologique. Donc ça veut dire qu'ils se sont diversifiés, parce qu'en plus comme vous pouvez le voir, c'est pas seulement l'origine, hein, mais ils se sont immédiatement diversifiés en plein de branches. Comme vous pouvez le voir, c'est allé très vite d'après leur horloge moléculaire, donc ça veut dire que toute cette diversification a eu lieu possiblement pendant, juste avant ou juste après un événement de glaciation majeure qui a transformé quasiment toute la planète en boule de neige. C'est contre-intuitif. C'est d'autant plus contre-intuitif que dans cet article-là, à l'époque jadis d'il y a 2 semaines, on pensait que les métazoaires trouvaient leur origine. Alors, les premiers fossiles étaient effectivement de l'Ediacariens, donc à 600 millions d'années, pas de problème. Mais par contre, on pensait que l'origine des métazoaires, elle allait se chercher plutôt aux alentours de 900 millions, voire 1 milliard d'années. Donc ça, c'était 2 semaines avant. Donc qui a raison, je ne sais pas, mais la science avance. Et c'est ça qui est important. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien, et je vous dis à très bientôt.